Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer juste très rapidement que tout le monde m'entend, tout le monde me voit? Un petit mot dans le chat, juste pour vérifier que toute la technique est bonne. Yes, super, merci beaucoup. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette webconférence. Ça fait un petit moment que chez AxisWeb, on n'en avait pas donné et on avait des petits retours en nous disant que, bah, voilà, il y avait envie que ça revienne. Donc on s'est dit: «Allez, on les reprend ces webconférences et on y va». Thème du jour, les 10 secrets pour exploiter la mine d'or de votre entreprise. À l'issue de cette webconférence, l'idée, c'est que vous saurez construire et analyser une stratégie data, vous saurez définir les axes prioritaires à traiter pour votre stratégie, vous saurez justifier de chaque étape de votre projet, vous pourrez choisir les outils pour manipuler vos data, et je vous réserve une petite surprise à la fin, un truc qu'on n'a jamais fait. Et comme ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas fait de webinaire, on s'est dit, on va vous faire le meilleur cadeau qui soit. Est-ce que vous avez déjà essayé de conduire dans le brouillard? Une entreprise, c'est la même chose. Sans données concrètes, on n'avance pas. Alors, il y a plein de façons d'obtenir des données et nous, on va vous proposer la nôtre, pardon, et notre méthode pour exploiter vos données. Chaque entreprise a sa stratégie. Pour manager une entreprise, on a besoin de piloter des marges, d'automatiser des tâches, de s'assurer de la qualité des données, de suivre les ventes, d'anticiper les points de bascule et je ne sais quoi d'autre. Toute entreprise a sa stratégie et vos données sont là pour vous aider à aller vers les points positifs de cette stratégie. Surtout, utilisez-les. Elles sont là, elles ne demandent qu'à être exploitées, donc allez-y. On a fait un petit sondage LinkedIn il y a quelques mois et on vous avait posé la question: quels étaient les principaux obstacles pour vous à la mise en place d'une stratégie data? Et ce qui ressortait majoritairement, à plus de 50% sur cette option-là, c'était le manque de ressources. Et oui, pour monter un projet data, quand on commence à mettre les doigts dedans, on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de ressources différentes. Il faut à la fois une vision stratégique, donc peut-être des coachs ou des personnes spécialisées en optimisation d'entreprise. Il faut avoir les visions métiers. Donc, bien sûr, il faut intégrer les métiers et ce qu'ils font et comment est-ce qu'on peut les aider à avancer avec la data. Il faut la vision data pure, avec des data scientists, et il faut aussi une partie technique. Concrètement, comment est-ce qu'on va prendre notre clé de 12 et comment est-ce qu'on va aller chercher nos données pour les exploiter. Donc, ça requiert vraiment un projet data de multiples compétences et force est de constater qu'aujourd'hui, on les a pas forcément, chaque entreprise ne les a pas forcément en interne et surtout, manque aussi de temps pour les mettre en place. Vous allez me dire, ce mec-là, qui c'est pour nous raconter ça? Je m'appelle Nicolas Lambert, je suis CEO d'AxisWeb et notre mission chez AxisWeb, c'est de vous redonner confiance dans votre donnée et de vous permettre d'en tirer le meilleur parti pour prendre vos décisions stratégiques. Vous excuserez ma voix un petit peu cassée, vol en avion, clim, machin, tout ça, et résultat, plus de voix, c'est toujours mieux qu'hier. Hier, je ne pouvais plus parler. Donc, je commençais un petit peu à flipper d'ailleurs, mais aujourd'hui, on va dire que ça va le faire. En parallèle de ça, on nous interroge régulièrement dans des magazines, dans des webzines, sur comment est-ce qu'on peut utiliser cette data et à la fois en termes stratégiques et en termes techniques, comment est-ce qu'on peut l'exploiter. Donc, on rédige aussi quelques articles pour la presse. Allez, on y va, on s'assoit, calez-vous dans votre fauteuil, calez les webcams, les écrans, poussez votre téléphone, poussez votre souris et on y va pour ces fameux 10 secrets pour mieux exploiter votre data. Alors, déjà, pourquoi des secrets? Alors, c'est pas des secrets en tant que tels, hein, c'est juste que nous, c'est notre façon d'aborder les projets data et surtout, il y a tellement de choses qui nous paraissent logiques et évidentes et qui ne sont pas exploitées au sein des clients qu'on a, qu'on se dit ça doit être des secrets, il y a peut-être des gens qui veulent les garder. C'est aussi pour ça que je voulais vous les partager aujourd'hui. L'étape numéro 1 pour nous, qui est fondamentale, c'est coller à la stratégie de l'entreprise. Il n'y a pas de projet data sans une stratégie d'entreprise claire. Donc la stratégie de l'entreprise, c'est le point de départ de la stratégie data. Elle doit être déclinée à court terme, à moyen terme et à long terme. Et surtout, elle doit être communiquée à toute l'équipe projet.
Est-ce que le but, c'est de gagner de l'argent? Est-ce que le but, c'est d'optimiser des tâches? Est-ce que le but, c'est de gagner du temps en efficacité? Tout ce qu'on veut, mais on doit être clair sur la direction que l'on prend. Cette stratégie, elle permet de définir plusieurs choses. Elle permet de définir les moyens à mobiliser dans le cadre de la stratégie data. Forcément, on ne mobilisera pas les mêmes moyens en fonction du but. Elle permet de définir le temps à consacrer à la mise en place de cette stratégie et également le retour sur investissement attendu. On reviendra tout à l'heure sur les ROI. Pour nous, chez AxisWeb, c'est fondamental de définir à l'avance quels sont les ROI que l'on souhaite obtenir dans le cadre de notre stratégie. Point numéro 2, les ROI. Toute décision doit être motivée par son potentiel en retour en investissement. Ça peut être du temps, du financier, de la fiabilité, de l'optimisation, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne vous lancez jamais dans un projet sans avoir un ROI défini à l'avance. Troisième étape, cartographier la donnée. Vous avez beaucoup de données. Il faut savoir ce que vous avez. Donc, une fois qu'on a défini la stratégie et les ROI, à partir de là, on peut se dire, pour aller vers cette stratégie et ces ROI, on a besoin de telles données, de telle information, de statistiques sur telle chose, et on peut définir quelles sont les actions prioritaires qui vont nous donner le plus de résultats pour savoir par quoi commencer. Il est primordial de connaître ces données pour les exploiter. Donc, on liste toutes les sources de données qui sont disponibles. On définit la qualité de la donnée. Alors, ce point-là de la qualité est vraiment très important parce que prendre des décisions sur des données de mauvaise qualité, c'est clairement prendre de mauvaises décisions. Donc, on va d'abord s'assurer que la donnée qu'on a en face de nous est correcte, est bonne et nous permet d'avancer. On va réaliser un dictionnaire de données. Un dictionnaire de données, c'est quoi? C'est un document, un Excel, Word, ce qu'on veut, qui permet de dire telle donnée, c'est telle information. Ça peut être, on a des cas faciles, hein, nom, prénom, voilà, ils sont là, ils sont formatés de telle façon, on veut tel format pour les données, etc. Mais ça peut être des données plus complexes, des données financières. Où est-ce que sont les données de facturation et comment elles sont structurées? Où est-ce que sont les données clients? Où est-ce qu'elles sont structurées, etc. Et on va surtout aller demander de l'aide au métier. Trop souvent, dans les projets qu'on mène, les services de direction souhaitent écarter un petit peu les métiers des projets data. À mon sens, c'est vraiment une énorme erreur parce que les métiers ont cette capacité à connaître leurs données. Un service métier est capable de vous dire pourquoi il a cette donnée, comment il s'en sert, à quoi elle sert. Et à mon sens, c'est vraiment très important de les inclure dans ces projets-là. Ils peuvent vraiment nous faire avancer et nous faire gagner beaucoup de temps dans ce type d'intégration. Étape 4, digitaliser toutes les données nécessaires. Alors, ça paraît peut-être un peu évident de dire ça aujourd'hui en 2022, mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de données dans les entreprises qui ne sont pas forcément digitales. Alors, pour plusieurs raisons. Ou parce qu'on n'a pas d'application pour, ou parce que l'application métier est trop complexe et donc on ne rentre pas la donnée, par manque de process, par méconnaissance de l'importance de la donnée. Des fois, juste des données dans une application, elles ne sont pas remplies parce que le métier n'a pas conscience qu'elle est importante pour quelqu'un d'autre, cette donnée. Et puis, ça peut être plein de choses. Ça peut être des bons de livraison qui sont au format papier et qu'aujourd'hui, on n'exploite pas. Ça peut être des gens qui ont des fichiers à eux, des notes, des post-it, des fois même. Et donc, ça va être très important de digitaliser toutes les données dont on va avoir besoin pour cette stratégie. Étape numéro 5, unifier et contrôler les données. Là, concrètement, c'est je mets mon casque de chantier, je prends ma lampe torche et j'y vais. Je vais voir les données elles-mêmes dans les bases de données, dans les API, dans les fichiers qu'on peut avoir. Et on va aller regarder comment est-ce qu'elle est fabriquée. Est-ce que, des choses toutes bêtes, est-ce que tous les numéros de téléphone ont le même format? Est-ce que, si on a plusieurs fois les fichiers clients, est-ce qu'on a une clé qui permet de dire tel client dans cette application, c'est le même dans telle autre application? Cette étape d'unification, elle est vraiment fondamentale. C'est, je définis un format commun à toutes les données et je fais en sorte que toutes les données de même type soient écrites dans le même format. Et que ce soit la même chose dans toutes les applications. Deuxième étape, je contrôle.
Pour valider l'évolution de la qualité de la donnée, parce que la qualité de la donnée, c'est quelque chose, c'est vraiment la pierre angulaire d'une stratégie data. Pour valider cette qualité, il va falloir mettre en place des règles métiers, dire telle donnée, elle va être stockée dans tel format. Et on va mettre en place aussi des robots de contrôle, parce que l'humain, il a tout de suite envie d'aller au plus simple. Donc on va faire en sorte de venir contrôler régulièrement que notre donnée augmente en qualité. Et on va définir des indicateurs de qualité qu'on va essayer d'aller atteindre. Ça peut être par exemple de dire qu'une fiche client, ça doit être un nom, prénom, une adresse, mais c'est aussi un numéro de téléphone, un mail, un SIRET, un numéro de TVA. Combien de pourcentage de fiches clients ont tous ces éléments? On le mesure et on se met un indicateur en se disant objectif, 90% de fiches clients remplies complètement. Ça peut être ça. Et on vérifie dans le temps que cette qualité va dans le bon sens. Étape numéro 6, définir un cycle de vie et d'actualisation de la donnée. La donnée, on n'a peut-être pas besoin, ou peut-être que si d'ailleurs, mais on n'a peut-être pas besoin de la garder tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être qu'un historique de données sur 2-3 ans suffit. Peut-être que plus, peut-être que moins, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, les questions à se poser, combien de temps je conserve ma data? Comment je mets en place de l'historisation? Est-ce que ça sert à quelque chose de garder tout l'historique de ma donnée? Comment est-ce que je contrôle la volumétrie de la donnée? Les temps de traitement que ça va générer. J'ai en tête un cas qu'on avait traité il y a quelques années où le client avait 20 000 fiches produits et à chaque fois qu'on modifiait une fiche produit, on dupliquait la ligne dans la base de données. Et en fait, il y avait plusieurs dizaines, voire centaines d'ajustements de produits sur l'année. Des fois, c'était des ajustements de prix à quelques centimes. Et en fait, en 2 ans, on était passé je crois que c'était 200 000 produits à 2 millions de lignes dans la base de données. Et donc, on se retrouvait avec des temps de traitement qui, au lieu d'être traités la nuit sur quelques heures, on se retrouvait à plus de 24 heures de temps de traitement. Ça, juste parce qu'on avait décidé de dupliquer les lignes et qu'il n'y avait pas d'historisation qui avait été mise en place, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. À quelle fréquence j'actualise ma donnée? Est-ce que ma donnée, j'ai besoin de la voir à jour tous les jours, 2 fois par jour, toutes les 10 minutes, une fois par mois? Voilà, ça c'est pareil, c'est des questions qu'on se pose pour mettre en place les traitements qui vont aller et faire en sorte que la donnée soit la plus à jour possible au moment où on en a besoin. Est-ce que je fais des mises à jour de toutes les données, d'une partie? Et à qui je diffuse la nouvelle donnée? Une fois qu'une donnée a été traitée, à qui je la diffuse? Est-ce que quand je crée une fiche client dans une application, est-ce qu'elle se répercute ailleurs tout de suite? Est-ce qu'elle se répercute ailleurs plus tard ou pas? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser dans le cadre de la mise en place d'un projet data. Étape numéro 7, sécuriser ma donnée. Fondamental. Une fois qu'on a créé toute cette stratégie data, qu'on a accumulé toutes ces données, où est-ce que je la stocke? Est-ce que je la stocke en interne? Est-ce que je la stocke dans le cloud? Est-ce qu'il y a des notions de sécurité? Qui y a accès? Est-ce que je donne accès à tout le monde? Donc, est-ce que je crée des data lakes? Des data lakes, c'est des mini bases de données uniquement accessibles à certaines applications ou certaines personnes. Est-ce que je fais des droits d'accès? Attention à la RGPD, est-ce que ce qu'on met dedans, on a le droit et tout le monde a le droit à avoir accès à la donnée? Toutes ces questions-là, on se les pose. Pour revenir une seconde sur le côté on-premise ou dans le cloud, c'est pareil, on avait fait un sondage il y a quelques temps où on avait posé 2 questions différentes sur 2 sites différentes. La première, c'était la même question, mais à 2 sites différents. La question, c'était, dans le cadre de la mise en place d'un projet data, où verriez-vous le stockage central de toute votre stratégie? Eh bien, cette question, quand on la pose à des data scientists ou des développeurs, la réponse était à 70% dans le cloud et 30% on-premise, en local. Pourquoi? Parce que le cloud permet plus de possibilités, on peut intégrer de l'IA, on peut intégrer beaucoup de choses. Si on posait la même question à des DSI, à des directeurs financiers, ou à des directeurs, ou à des personnes de l'étage de direction dans les entreprises, la réponse était totalement inverse. On était à 70% on-premise et 30% dans le cloud. 70% on-premise. Pourquoi? Pour des raisons de confidentialité et pour des raisons de sécurité de la donnée. Donc, c'est des questions à se poser et il faut se mettre d'accord sur tout ça.
Étape numéro 8, stratégie de MCO et mise à jour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une stratégie data, quand elle se met en place, elle devient très rapidement la plaque tournante de la donnée. Et ça, il faut en avoir conscience, parce que quand beaucoup de flux de données de l'entreprise passent à travers ces mécanismes data, ben, toute cette mécanique, elle peut devenir critique. Ce n'est pas forcément un problème, mais il faut s'y attendre, il faut faire en sorte que, en cas d'erreur, ça ne vienne pas bloquer le reste du système informatique. Donc définir les points critiques, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui ne l'est pas. S'assurer que les applications restent autonomes. Hors de question de dire que si par exemple quand les commerciaux créent un client dans leur base de données, cool, ça vient se répercuter sur la compta, sur le marketing, etc. Mais si par hasard ces robots de traitement à ce moment-là ne sont pas disponibles, ben, ça ne bloque en aucun cas le fait qu'on crée le client et qu'on peut lui vendre quelque chose et ça repartira dans quelques heures, c'est pas un problème. Et également prévoir le processus de données. Si à un moment il y a une des applications qui s'arrête pour X raisons, maintenance, mise à jour, etc., et c'est bien normal, comment est-ce qu'on fait quand cette application redevient disponible pour lui faire rattraper le retard entre guillemets, retard de mise à jour de données qu'elle a accumulé. Et enfin, toutes les applications de votre système d'information évoluent régulièrement. Et donc, ça veut dire que votre stratégie data, il va falloir la mettre à jour. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont être possibles. Peut-être qu'il y a des nouvelles données qu'on va pouvoir exploiter. Et donc, une stratégie data, une fois qu'on est parti dedans, ça se maintient à jour. Étape numéro 9, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on se pose la question et pas avant, c'est quels outils j'utilise dans le cadre de ce projet-là. Alors, il y a plusieurs outils qui vont être à choisir. Le premier, c'est le stockage. Votre stratégie data, elle va nécessiter une base de données pour stocker toutes les données, ce qu'on appelle les données maîtres, les données qui sont certifiées comme étant les bonnes. Et il va falloir choisir un stockage. Je ne vous fais pas l'article, SQL, MySQL, Elasticsearch, en fonction des besoins, des volumétries, etc. On se pose la question. La deuxième chose, c'est l'hébergement. Où est-ce qu'on stocke cette donnée? Est-ce qu'on la stocke en interne? Est-ce qu'on la stocke en externe? Est-ce qu'on la stocke moitié interne, moitié externe, dans du cloud privé, dans du cloud public? Est-ce qu'on a besoin de faire appel à de l'IA, etc. Troisième chose à choisir, c'est un outil ETL. Un outil ETL, c'est quoi? ETL, c'est pour Extract, Transform et Load. C'est un outil qui va nous permettre de nous connecter à toutes les applications du système et de les faire communiquer. Alors là, il y en a plein. Talend, Microsoft Data Factory, Informatica, etc. Nous, personnellement, chez AxisWeb, on a décidé d'utiliser Talend, déjà parce qu'au départ, c'était un produit français quand il a été créé, donc c'était plutôt pas mal, et surtout parce qu'il en a une version open source et gratuite de disponible. Donc ça permet d'éviter les coûts de licence pour rien. D'ailleurs, à ce propos-là, petite parenthèse, dans un mois à peu près, le 21 juin, on fait une journée de formation gratuite sur Talend, sur les deux outils principaux Talend, Talend ETL et Talend ESB, une journée entière avec des cas clients, comment on s'en sert, et des ateliers avec nos techniciens, des ateliers de prise en main des outils pour faire vos premiers pas avec Talend. Donc ça, éventuellement, on vous mettra on vous met le lien éventuellement dans le chat. Je sais qu'il y a Hélène qui est avec nous et alors, désolé Hélène, j'avais pas pensé à te dire de le préparer, mais si tu peux mettre le lien, on vous fera passer l'info. Puis si on vous la fait pas passer maintenant, vous la recevrez par mail sans souci. Bref, une journée de formation sur Talend le 21 juin. Reprenons. Et le dernier outil à choisir, c'est l'outil de reporting. C'est comment est-ce qu'on va visualiser les données si on a besoin de reporting, comment est-ce qu'on va visualiser les données et comment est-ce qu'on met en forme toute cette exploitation de données. Donc là, il y en a plusieurs. Power BI, Biwi, super société à Bordeaux qui fait un outil de BI qui est exceptionnel. Tableau Software, Click, etc. Il y en a plein. Le tout, c'est quel est le plus adapté pour votre besoin. Le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a mis en place toute cette stratégie data, eh ben, on peut aller beaucoup plus loin avec. Parce qu'une fois qu'on a créé cette plaque tournante de la donnée, eh ben,
On facilite beaucoup de choses. On facilite la migration d'applications. On facilite la création de tableaux de bord parce que toute la donnée est déjà centralisée au même endroit. On facilite l'automatisation de tâches répétitives informatiques. Tiens, et si on demandait à la compta, si on ne peut pas leur simplifier la vie en leur créant automatiquement un certain nombre de factures. Tiens, si on voyait avec le site de vente en ligne, dès qu'il y a une commande qui est passée, on la pousse directement dans le RP ou aux commerciaux ou à la production pour que la commande parte, etc., etc. Et enfin, on peut mettre à disposition à travers des API vos données pour vos partenaires ou uniquement en interne. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, on est arrivé au bout de ces 10 étapes qui, à mon sens, est fondamentale, les 10 grandes étapes pour arriver à un projet data. Je vous partage 2 témoignages de nos clients, témoignages que vous pouvez retrouver à la fois sur notre site ou sur notre LinkedIn. Eric, DSI dans l'agroalimentaire, je suis très satisfait du travail, ce n'était pas la question. Que ce soit au niveau technique ou l'organisation des processus, nous avons beaucoup appris et progressé grâce à cette collaboration. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Notre data warehouse est en construction et de manière solide. Donc, le data warehouse, c'est cette espèce de base de données un peu centrale où on échange toutes les données de la stratégie data. Et c'est ce qu'ils souhaitaient au départ, parce au départ, ils étaient partis pour le faire eux-mêmes, et ils ne pouvaient pas le faire tout seul parce que ça nécessite quand même beaucoup de compétences. Aujourd'hui, ils ont fini complètement la construction de leur data warehouse et ils arrivent à tirer complètement le plein potentiel de leurs données pour prendre des décisions. Deuxième que je voulais vous partager, c'était le DSI du groupe Paro, un groupe automobile en région Aquitaine, en région Nouvelle-Aquitaine, qui a fait appel à nous pour automatiser les process entre les outils comptables et les outils de production, et qui à la fin passait beaucoup de temps à recréer des factures, etc., et a réussi à optimiser ce process-là et à remettre les gens de la comptabilité sur des missions à valeur ajoutée plutôt que sur des tâches répétitives et pas forcément très très intéressantes. À partir de là, maintenant que je vous ai donné tout ça, vous avez 2 possibilités. La première, c'est vous lancer dans votre projet data avec vos ressources internes dans l'entreprise. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire, de la formation, de la montée en compétences en interne, ou tout simplement de l'auto-formation sur Internet, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. La deuxième solution, c'est vous faire accompagner par nous ou quelqu'un d'autre, hein, il n'y a pas que nous. Le plus important, si vous faites accompagner, c'est vraiment de balayer les 4 axes principaux. C'est la partie stratégique, la partie métier, la partie technique et un rapport d'audit à la fin qui vous permet de savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec les outils que vous avez aujourd'hui. Et donc un audit. Pourquoi faire un audit? À mon sens, c'est vraiment le premier pas pour se dire, OK, pour découvrir le potentiel de vos données. Un audit, ça vous oblige clairement à prendre le temps de définir clairement votre besoin en termes de stratégie data. La deuxième étape, c'est d'étudier la faisabilité technique. Est-ce que toutes les données dont on a besoin sont disponibles numériquement? Le troisième, ça vous permet de vous aider à faire un choix à partir de retours d'expérience. Donc, si vous faites appel à nous ou à quelqu'un d'autre, c'est pas un souci, pour faire un audit, cette personne, elle va arriver aussi avec son background et elle va vous dire, attention, avec votre stratégie, vous pourriez plutôt partir là-dessus, ou ci, ou ça, etc. Troisième point, c'est que ça va vous obliger à définir des ROI potentiels pour chaque axe. Et ça, à mon sens, c'est vraiment fondamental de se lancer uniquement dans un projet si on sait où on va en termes de retour sur investissement. Et enfin, une fois que vous avez cet audit, vous serez capable de mettre en place en interne ou en externe votre stratégie data parce que tout aura été dépioté, tout aura été analysé et vous aurez déjà les réponses et vous saurez quelles compétences vous devez développer pour le mettre en place. À qui ça s'adresse une stratégie data? Alors clairement, ça s'adresse à toutes les PME et ETI qui ont accumulé de la donnée et qui aujourd'hui ne l'exploitent pas. Pourquoi ça ne s'intéresse pas? C'est pas pour les grands groupes, parce que les grands groupes, ça fait déjà 10 ans qu'ils font ça et qu'ils ne nous ont pas attendus. Ils ont compris depuis bien longtemps le potentiel de leurs données. Ça s'adresse à vous si vous êtes directeur, DSI, DAF,
décideur de façon générale et que vous avez besoin de données et de valeurs précises pour prendre vos décisions. Si votre système d'information possède de multiples applications, on-premise, dans le cloud, un outil pour la compta, un outil pour le market, un outil pour la production, etc. Et si vous en avez marre de perdre du temps à récolter la donnée dont vous avez besoin. À mon sens, aujourd'hui, si vous êtes directeur et que vous êtes obligé d'attendre votre contrôle de gestion, si vous êtes obligé d'attendre vos commerciaux, si vous êtes obligé d'attendre les retours de la production pour savoir où est-ce que vous en êtes sur les marges, sur les ventes potentielles, etc., il y a vraiment un souci. Aujourd'hui, il n'y a aucune valeur ajoutée à dire on fait une réunion toutes les semaines ou tous les mois pour connaître les résultats de chacun et savoir où chacun en est. Par contre, collecter la donnée pour savoir à l'avance où on en est et faire cette même réunion en se disant OK, comment on fait pour faire mieux, comment on fait pour avancer, comment on fait pour faire plus de résultats ou augmenter tel et tel indicateur, là on a de la valeur et là on fait des choses intéressantes. Comme je vous ai dit au début, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire et pour ce webinaire-là, on a décidé de vous faire une offre un peu canon. On a décidé que pour toute réalisation d'un audit, on vous ferait 20% sur le prix de l'audit, ce qui est quand même pas mal. Et deuxième chose assez canon, c'est que à la fin de l'audit, on vous donne une feuille de route pour la mise en place de votre projet et que si vous validez le projet, on vous offre l'audit. Donc, quand même pas grand risque à se lancer dans un audit puisque à la fin de cet audit-là, pour chaque ligne de projet, on aura un ROI et vous saurez que vous allez gagner de l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, vous gagnerez de l'argent. Comment faire pour profiter de cette offre? Ce que je vous propose, c'est juste de prendre rendez-vous avec moi. Un rendez-vous avec moi au téléphone, gratuit, ça ne vous coûte absolument rien, et pendant 30 minutes, on discute de vos axes stratégiques. Et éventuellement, si je me dis que je peux vous aider, je vous fais une proposition pour un audit. Ce coup de fil, 30 minutes, c'est vraiment pour se dire, OK, quel est aujourd'hui votre besoin? Et moi, je vous donne des idées. On discute. Et puis, peut-être que vous aurez des bonnes idées, peut-être qu'il n'y aura pas d'idées, j'en sais rien. Et peut-être qu'avec une idée, vous réussirez directement à optimiser des choses, j'en sais rien. Ce que je vous propose juste, c'est 30 minutes de discussion gratuite. Hélène va vous mettre le lien, puisque bien sûr on ne peut pas cliquer dans Zoom, en pratique ils n'ont pas encore fait ça. Hélène va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi. Et la seule condition que je pose pour profiter de l'offre, c'est de prendre rendez-vous avec moi dans les 20 minutes qui suivent pendant la séance de questions-réponses. C'est la seule condition que je pose à ça. Voilà, merci beaucoup Hélène. Qui avait un petit message dans le chat qui nous disait... Ah, oui, alors, il n'y a pas de souci, je vais répondre à la question de... Hop, il est où mon chat? Il est parti mon chat. Je vais répondre dans quelques minutes à la question de Sun sur les concepts de data warehouse, data lake, etc. Puisque nous arrivons au moment de la séance de questions-réponses. Ah, forcément, un composant chrono qui a besoin d'être approuvé. Les mises à jour, les machins. Hop. Allez, c'est parti. Donc, Sun nous posait la question de différence entre data warehouse, data mart, data lake, etc. Alors, donc, surtout pour tous les autres, donc Sun avait déjà posé une question, donc j'enchaîne tout de suite sur cette question-là. Pour tous les autres, n'hésitez pas, posez vos questions dans le chat, il n'y a aucun souci, et on est là pour y répondre sans aucun problème. Donc, dans une stratégie data, enfin dans un projet data, on a à mon sens, trois gros stockages. Le premier, c'est le data lake. Le deuxième, c'est le data warehouse. Et j'ai mangé le dernier. Et le dernier, le data mart. Oui? Oui. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que dans le premier, dans le data lake, on va juste prendre toutes les données de toutes les applications et les mettre en vrac, entre guillemets, dans une base de données. Là, le concept, c'est juste, je prends tout, je rassemble, je mets toutes mes données là, en vrac,
pour pouvoir ensuite les exploiter et pas être obligé d'aller collecter les données dans chaque application métier et pour ne pas surcharger les applications métiers pendant les journées de production. C'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire. On choisit cette étape-là uniquement dans les cas de gros volumes de données ou d'ultra sollicitation des applications. Donc cette étape, elle n'est pas forcément utile. Deuxième étape, on prend toutes les données du data lake et on les met dans le data warehouse. Le data warehouse, ça, c'est vraiment le point central. C'est une base de données structurée dans laquelle on vient stocker les bonnes données. On sait que celles qui sont là, c'est les données absolues. Donc, ça peut être des bases de données produits, ça peut être les bases de données clients, ça peut être des bases de vente, etc. Ce data warehouse, c'est vraiment la donnée dont on est sûr et qu'on peut connecter à n'importe quelle application. Si je connecte une application qui a besoin des produits sur le data warehouse, l'application prend tous les produits et aucun souci, on est bon, ça déroule. Voilà, donc ça, c'est vraiment, par contre, le data warehouse, on n'y coupe pas. Et c'est éventuellement à ce data warehouse qu'on va venir connecter directement ou pas d'autres applications. Et ensuite, on a les data marts, les mini data warehouse. L'idée, c'est de faire des petits espaces avec des petits espaces métiers, avec uniquement les données dont a besoin chaque métier. Alors, cette étape-là, c'est pareil. On n'est pas obligé de la faire. Tout dépend de comment est structurée l'entreprise. Si on est dans une entreprise où il n'y a qu'une seule personne qui va être en charge des flux de données et de la création des tableaux de bord principalement, on ne va pas se casser la tête à les faire parce que de toute façon, une personne aura accès à toute la donnée. Par contre, si on commence à dire que dans chaque service, il y a un référent création de tableau de bord et un référent data, eh ben, on va lui mettre à disposition qu'une fraction de la donnée disponible. Il n'y a bien sûr aucun intérêt à ce que une personne de la production ait accès aux données comptables. Absolument aucun intérêt. Donc, on viendra créer des mini data warehouse et on viendra à ce moment-là venir synchroniser uniquement la donnée dont on a besoin. Pareil, partie pas obligatoire. Donc, Sam, j'espère que ça répond à votre question. Deuxième question de Charles. Pas de souci, Sam. Deuxième question de Charles, est-ce qu'on peut connecter aussi bien des applications en on-premise que en cloud? Alors, on peut globalement, aujourd'hui, traiter toutes les données. Les seules choses où on est coincé, c'est quand la donnée est volontairement verrouillée par un éditeur. Des bases de données chiffrées, ça c'est une chose, s'il n'y a pas d'API, s'il n'y a pas d'export, etc., on ne peut pas. Et si c'est une application dans le cloud et que cette application cloud n'a pas d'accès, n'a pas d'API. Donc ça, c'est vraiment les deux points où c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on peut même se dire qu'on va exploiter de la donnée qui est uniquement en PDF. Il y a encore ce matin Martial, un de nos devs, qui me dit oh, j'ai trouvé une super API dans laquelle on envoie des données et avec de l'IA, on est capable de ressortir des données structurées à partir de données en vrac, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités de traitement de données. On peut collecter de la donnée dans beaucoup de choses. Même quand on ne peut pas se connecter directement à la donnée, il y a souvent des solutions d'export de données. Il y a quand même souvent façon de contourner. Une fois ou même plusieurs fois où on avait des données comptables à récupérer et vraiment aucun moyen de se connecter en direct à la donnée. Bon, c'est pas grave. On crée des petits robots, des robots à clic, hein, une souris qui fait clic, 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 et puis toutes les nuits, il y avait un petit robot, une petite application qui lançait l'application comptable, qui faisait fichier, exporter, qui exportait toutes les lignes de la donnée comptable et qui allait enregistrer le fichier à un endroit donné. C'est aussi une possibilité, alors c'est un chouille artisanal, je vous l'accorde, mais c'est une possibilité pour récupérer de la donnée. C'est quand même rarissime aujourd'hui qu'on n'arrive pas à exploiter la donnée comme on veut et qu'on n'arrive pas à en faire ce qu'on veut. Donc, non, on arrive globalement à connecter à peu près tout ce qu'on veut ensemble.
Dans quel cadre j'utilise Talend et quelle est la différence entre la version payante et gratuite de Talend? Alors, en effet, j'ai évoqué Talend assez rapidement tout à l'heure. Donc, Talend, outil français au départ, qui était racheté ensuite aux États-Unis. Donc, Talend, ils ont une version open source qui fait 98% de ce qu'on a besoin au quotidien. Et ils ont aussi une version payante. Ce que rajoute la version payante, c'est c'est les outils d'administration, etc. Ça n'ajoute pas de fonctionnalité à l'application elle-même, c'est plutôt des briques tierces qu'on vient rajouter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en version gratuite et open source, on remplit déjà beaucoup de choses et on fait énormément de choses. Donc c'est très très rare qu'on ait besoin de passer sur les versions payantes dans le cas de l'utilisation de Talend. Question d'Adeline. Doit-on modifier la donnée au sein du data warehouse? Si oui, doit-on modéliser la donnée d'un point de vue analytique métier, d'un point de vue analyse métier? Alors, complètement. Quand on va créer le data warehouse, c'est vraiment fondamental de savoir de quoi on va avoir besoin après. Venir créer un data warehouse en vrac, entre guillemets, en se disant juste je mets des données dedans et puis on verra bien ce qu'on en fait, c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, oui, cette donnée, elle doit être préparée, structurée et complètement modélisée dès le départ dans le data warehouse. D'un point de vue métier, oui. Oui, clairement oui. Parce que si on fait juste, si on met juste de la donnée en vrac et qu'on ne se pose pas la question de quoi aura besoin le métier derrière, c'est le meilleur moyen d'avoir des données qui, à la fin, ne seront pas bonnes. Alors, c'est pas grave, on refera ce qu'on appelle des vues, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le data warehouse avec toutes nos données, ben, on refera des extractions pour refaire des données structurées métiers. Mais c'est quand même dommage de ne pas se dire, tiens, si on le faisait correctement dès le départ, avec des données directement exploitables par le métier. Je dis souvent, chez AccessWeb, on fait souvent, on fait très régulièrement des data warehouse et aussi de la visualisation avec Power BI ou d'autres outils de visualisation. Je dis toujours à mes équipes, ce qu'il faut dans la création d'un data warehouse, c'est que quelqu'un qui se connecte au data warehouse pour faire de la data vis et qui ne connaît pas le modèle de données puisse s'y retrouver dans les données. D'accord? Donc oui, c'est fondamental, à mon sens, de structurer ça correctement en vue d'une exploitation métier derrière pour que le métier soit très clair sur sur ce qu'il peut en faire et qu'il n'y ait pas besoin d'un expert data pour qu'il puisse utiliser la donnée qui est dans le data warehouse. Voilà, Adeline, j'espère que ça répond à votre question, éventuellement un petit pouce ou une reformulation si j'ai pas répondu correctement. Avec plaisir. Vous avez toujours dans le chat le lien pour prendre rendez-vous, donc n'hésitez surtout pas. Alors, j'ai pas de créneau la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Mais je vous ai ouvert plein de créneaux sur la semaine d'après, sur les 3-4 semaines après, donc surtout n'hésitez pas. Euh, Juste une discussion, on voit s'il y a des potentiels pour vous, et de toute façon, ça vous coûte rien. Donc voilà, vous aurez quand même, dans mon sens, tort de pas discuter. Puis a priori, je suis un mec sympa, donc au pire, on aura bien rigolé pendant une demi-heure. Autre question de Sun. Comment procédez-vous lorsque les données ne sont pas dans une base de données, mais au format PDF, Excel, Word ou dans les répertoires? Alors, je suis vaguement passé là-dessus, Sun, tout à l'heure. Donc, si les données sont en PDF, on est capable d'aller lire des PDF à condition qu'ils soient structurés de la même façon. Dans des fichiers Excel, aucun problème. Dans des Word, c'est un peu plus touchy en direct. Mais il existe beaucoup de services en ligne justement qui se développent autour de la donnée et qui permettent d'aller extraire de la donnée dans des fichiers Word ou dans des fichiers PDF. Donc l'idée c'est basé sur l'IA, hein, bien sûr. C'est je prends ma donnée, j'envoie la donnée à une API, l'API la traite et va chercher les données dont moi j'ai besoin et me renvoie des données sous forme de tableau et des données structurées. Et après, si c'est des données dans des répertoires, il faut savoir quels sont les fichiers dans les répertoires. Si c'est des fichiers texte structurés, style CSV, XML, etc., aucun problème. Si c'est des documents Word, on peut faire appel à des API tierces pour venir les exploiter. Voilà. Ensuite,
est-ce que l'on peut accéder au cours Talend du 26 juin? Ce n'est pas le 26, c'est le 21. Oui, je vous enverrai un mail après le webinaire. Vous aurez le lien pour vous inscrire. Et en effet, c'est gratuit, donc vous pourrez y accéder sans aucun souci. On vous enverra ça sans aucun problème, et même avec grand plaisir, puis vous le diffuserez autant que vous voulez. Ça, ensuite, 21 juin. Ok, on se la refait. Donc, merci pour cette correction. Donc, la formation Talen, 21 juillet. Désolé, pas 21 juin, 21 juillet. Une journée entière, je crois que ça commence à 9h30. Le matin sur la partie Talend, traitement de données, le deuxième sur l'après-midi sur la partie Talend API, avec des cas clients et des ateliers pour pratiquer. Voilà. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont pris rendez-vous pas pour la semaine prochaine, pour la semaine d'après, donc il me tarde de discuter avec vous. Pour les autres, n'hésitez pas. Ensuite, alors ça, on a déjà répondu. Si vous avez d'autres questions, pareil, vraiment posez-les, on est là pour ça. Comment choisit-on un outil de reporting? Quels seraient les arguments pour en choisir un? Ok, donc, un outil de reporting de data visualisation. Alors, il y en a plusieurs sur le marché, comme je vous l'ai cité tout à l'heure un petit peu plus haut, Power BI, Qlik, Biwi, qui est un outil, enfin une société bordelaise qui fait ça, Tableau Software, Qlik, etc. Il y en a plein. Je pense que la première étape, c'est de savoir à quel point cette stratégie data est importante pour vous et à quel point vous voulez diffuser au sein de l'entreprise les résultats et les tableaux de bord. Clairement, commencer avec Power BI, c'est très simple parce que la version de base est gratuite. Et ensuite, si on veut partager à plusieurs collaborateurs, je crois que c'est 8 € par mois et par collaborateur. Donc on est vraiment sur des coûts de départ qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier sur la data visualisation, la BI, vraiment à un moindre coût. Après, en fonction de la quantité de données que vous aurez à traiter et des besoins de partage de l'information, etc., on ira peut-être chercher d'autres outils. Mais à mon sens, la façon la plus simple et la plus efficace de choisir un outil de data vis, c'est de commencer, déjà si vous n'en utilisez pas à l'heure actuelle, c'est de commencer par Power BI, c'est très simple, c'est gratuit, et au moins on met un premier pied dedans et on avance petit à petit. Voilà. Quoi d'autre? Ça, c'est déjà répondu. Voilà, donc je suis déjà passé là-dessus. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Il y a deux, trois redites. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Aujourd'hui, moi, je vois de plus en plus de chefs d'entreprise et d'entreprises qui, clairement, savent où ils veulent aller, mais ne savent pas s'ils vont dans la bonne direction ou sont dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Toute entreprise, à mon sens, devrait avoir des tableaux de bord et des données qui leur permettent de piloter leur activité. Est-ce que si je vous dis, donnez-moi le nombre de prospects que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous savez me le donner à la virgule près? Quelle est l'évolution de votre nombre de prospects? Quel est le taux de signature de vos contrats? Quelle est la rentabilité de vos produits ou de chaque projet que vous avez en fonction de vos secteurs métiers? Quel est le taux de conversion de vos leads en prospects? Est-ce que aujourd'hui vous avez un point d'équilibre atteint entre votre production et votre masse salariale? Est-ce que toutes ces questions, vous savez y répondre de façon précise, de façon rapide? Est-ce que vous êtes capable de donner des tendances? Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas ces réponses, vous ne les avez peut-être pas devant vos yeux, mais elles sont là. Les données que vous avez dans votre entreprise vous permettraient de savoir ce genre de choses. Et vous avez peut-être, de façon complètement cachée, des potentiels d'évolution ou des potentiels de croissance juste là sous vos yeux, parce que c'est juste des données pas exploitées.
Je vais juste me permettre de vous partager le cas d'un client qu'on a traité l'année dernière, qui est un réseau de concessionnaires de vente automobile, de vente de voitures d'occasion. Ce réseau, un réseau breton, a toujours d'ailleurs, une quinzaine de points de vente de véhicules d'occasion, et cette société savait plusieurs choses. La première chose qu'elle savait, c'est qu'elle vendait 18 000 véhicules par an en moyenne. La deuxième chose qu'elle savait, c'est qu'un véhicule qui reste sur le parc lui coûte 300 € par jour. La troisième chose qu'elle savait, c'est qu'elle mettait en moyenne 18 jours à vendre un véhicule. Je vous laisse faire la multiplication si ça vous amuse, de 18 000 véhicules fois 300 € par jour fois 18 jours de temps de vente. Ça vous fera le prix du stock, je crois qu'on est à 55 millions, un truc comme ça, de coûts de stock annuels. Ce qui est quand même pareil. Cette entreprise souhaitait réduire d'une journée le temps moyen de vente d'un véhicule. Qu'est-ce qu'on a décidé avec eux? On a décidé de découper le process de vente d'un véhicule en 9 étapes. D'abord, la réception du véhicule, ensuite le garage, ensuite la mise en ligne de l'annonce, les photos, le nettoyage, les visites par les clients, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, la mise à disposition et enfin la préparation et la mise à disposition et la vente. Ok. On a défini ce processus en 9 étapes. Et ces 9 étapes-là, grâce à toutes les données qu'ils avaient, on a réussi à leur mettre un marqueur temporel, à dire telle étape dure en moyenne tant de temps à chaque fois. Et on a fait ça, on a pris une visualisation qui nous permettait de comparer chaque concession entre elles et de découvrir quelle était la concession la plus performante sur chaque étape du process de vente. À partir de là, ils ont fait un gros colloque avec tous les managers et chaque manager a expliqué comment est-ce qu'il faisait pour être le plus efficace possible sur cette étape-là précisément à toutes les autres concessions. Au bout d'un an de mise en place de toutes ces corrections dans chaque concession, ils n'ont pas gagné un jour de temps de vente d'un véhicule, ils en ont gagné 4. Ils sont passés de 18 jours à 14 jours de temps moyen de vente de véhicules. Je vous laisse faire le calcul. De 18 jours en moyenne, de passer à 14, on économise 4 jours, fois 300 € par jour, fois 18 000 véhicules par an. On fait une économie sur le stock de plus de 5 millions d'euros par an. On a juste un potentiel énorme. Et ça, sans rien modifier dans l'entreprise, juste en se disant, tiens, si on allait utiliser nos données pour nous rendre service et comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et ce qu'on peut en faire. Voilà, donc c'est juste un exemple comme ça pour vous dire qu'il y a forcément du temps à gagner, il y a forcément de l'argent à trouver, il y a forcément des marges à optimiser dans le cadre de votre stratégie data. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris rendez-vous avec moi pour les semaines à venir. Ceux qui ne l'ont pas fait, vraiment, je vous redis, vous n'avez rien à y perdre. Vous n'avez absolument rien à perdre à ce qu'on discute, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir à tous. Bye bye.